Donc on va évoquer avec Michel Mansuy l'âge d'or, puisque tu aimes l'âge d'or de l'astrologie messine, qui a commencé avec l'arrivée de Pierre Eckel. Comment ça s'est circonscrit entre 75 et 95 à peu près, pour la période de Pierre Eckel lui-même, c'était compris à peu près 75-85, pendant près de 10 ans. Voilà. On a commencé pas très loin d'ici, derrière rue Houssaye, dans un local tout à fait culturel, où chaque année, Pierre Eckel passait un article dans la presse en annonçant justement l'arrivée et la reprise des cours d'astrologie qui était déjà très très faiblement compris à l'époque. Et je disais que nous étions à peu près une vingtaine de personnes dans le département. Tu as été formé par Pierre Eckel ? J'ai été formé par Pierre Eckel, effectivement. Donc j'ai fait 5 années de cours chez lui avant de pouvoir le remplacer quelque part. Ah oui, d'accord. Parce que lui s'est retiré, il a dû se retirer en 83, 82 ou 83, après nos colloques. Bah oui, finalement. Là, puisqu'il est encore à Merci. Il s'est retiré là et puis il ne voulait pas que les cours d'astrologie s'arrêtent. Oui. Il avait fait des propositions, mais personne ne voulait. 80% de femmes, 90% de femmes à l'époque. Déjà. Ah oui, c'était énorme. Ah oui, c'est toujours le même problème. Donc aucune femme ne pouvait se décider. Et donc je me suis porté plus ou moins frontal, donc après ces 5 années de cours avec lui, et puis il était très heureux en fait qu'on puisse poursuivre justement le système de cours pour arriver notamment à cette fameuse spirale évolutive de la vie qui n'était pas du tout enseignée à l'époque, si à part je crois que c'était à La Rochelle où il y avait un Didier Racco. Voilà. C'est Didier Racco qui pratiquait l'astrologie. Il y avait tout un circuit de généromaniens. Il y en avait aussi à Paris, il y avait Arthur Lebeau, il y avait Max Lival. Non, le roman, il a eu la vie dure, en fait, ça s'est prolongé sous différentes formes. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y avait ce curieux mélange encore de voyance et d'astrologie qui faisait plus de tort que le mien. Parce que c'est pas le tout de se dire voyant, mais on n'entre pas dans l'astrologie comme ça non plus, si on n'a pas l'esprit un tantinet scientifique quand même. Ah oui. Il y avait quand même des calculs à faire, nous montions les thèmes à main. Des raisonnements à faire. Il y avait des raisonnements, il fallait acheter des tables de Cauchy sur une planète, etc. Il fallait faire des interpolations pour la position de la Lune, que beaucoup se trompaient, etc. Avec l'étude de l'ordre de naissance, les périodes d'occupation, où il fallait donc les changements d'heure d'été, d'hiver. Il y avait quand même énormément de... Ici, il y avait de quoi faire, et beaucoup de gens ont abandonné, ne serait-ce que pour la partie technique. C'était pas tellement pour la partie interprétation, mais c'était surtout pour la complexité technique du montage des thèmes. Alors c'est moi. C'est là. C'est gentil. Ça sent bon en tout cas. Donc on est au restaurant Le Cabaret, qui est tenu justement par le fils d'une astrologue qui s'appelle Nicole Hougron, qu'on va rencontrer aussi. Voilà, c'était une période très faste mais timide. Je retiens de cette période-là beaucoup la timidité, la peur de se faire parler de soi. Quand une maison nous accueillait, parce qu'on a changé plusieurs fois de local, nous étions plus ou moins rejetés. Il faut l'avouer qu'il y a des endroits où des patrons de maisons, je ne parle pas de la maison de Messantre qui a quand même fait un excellent travail en nous accueillant en définitive à la fin de ces cours-là, mais au début nous étions très très mal vus. Voilà, merci. Merci monsieur. Monsieur Larrey. Voilà. Bien, alors bon appétit. Merci. Mais alors ça c'est arrangé. Alors donc quand tu as pris la relève, alors madame m'aurait dit qu'elle est arrivée à quel moment dans cette histoire? Avant que monsieur
Non, je crois il s'était déjà retiré et Madame Bonny-Belluc voulait nous donner une autre dimension de cette approche de l'astrologie qui finalement était pas mal, et donc on était avec elle, on était très contents pour les élèves de venir à ses cours. Elle venait 1 ou 2 fois par mois, je crois. C'était pas par semaine, c'était par mois. Mais alors elle aussi, elle avait une idée elle pensait qu'il fallait améliorer l'astrologie. Oui, bien sûr. Il fallait la repréciser. Il fallait leur donner un petit peu plus de précision. Et puis qu'est-ce qu'elle m'avait dit encore? Que le système, comment elle appelait ça, donc déjà. Elle avait un terme qui était quand même assez... L'astrologie trinitaire. Voilà, l'astrologie trinitaire. Bon, on a fait ça pendant près d'1 année. Bon, il y avait des problèmes de transport, il y avait des trains qui n'arrivaient pas à l'heure, etc. Donc elle a dû abandonner au bout d'1 année. Ah d'accord. En tout cas, ça l'avait beaucoup aimé. Oui. Ouais, elle s'était fait quand même une petite réputation aussi à Metz, c'est là. Hein. Elle donnait des consultations à Metz aussi? Non, on n'avait pas le temps. On passait la nuit ou parce que... Non, elle reprenait Non, si, elle passait la nuit, il me semble. Elle reprenait le train le lendemain matin. Oui. Ouais. Mais puisque les cours avaient lieu le soir. Elle a commencé en quelle année après le congrès? Ah oui, largement après. On a dû commencer en 85, 86, je n'ai plus exactement les dates, mais bon, on était quand même très heureux de venir d'ailleurs à Metz parce qu'il y avait une réputation d'un suivi, je dirais, assez profond que Pierre Haeckel avait instauré lui-même. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça a pris des proportions extraordinaires. Il y a eu une influence qui nous a amené à... Alors, dans les 3 derniers cours, les 3 dernières années, donc surtout 94-95, nous sommes retrouvés à la maison d'agriculture de Besson, où nous étions très bien accueillis par M. Raymond Banas à l'époque, qui est décédé depuis d'ailleurs. Et puis, voyant l'influence à la rentrée, je crois que c'était 94 ou 93, on s'est retrouvé à 190 élèves, impossible de tenir dans une salle, et il a demandé la permission à l'université de Metz, donc à l'amphithéâtre de la faculté des sciences humaines, de pouvoir bénéficier de cet amphithéâtre-là qui nous a été accordé pendant 2 années, où j'avais donc ces 180 presque 200 personnes à chaque rentrée scolaire pendant 2 ans. Jusqu'au jour où, bien sûr, le rectorat de l'université de Metz-Nancy a commencé à voir rouge pour enseigner l'astrologie dans une enceinte universitaire, et ils m'ont tout simplement fermé les portes. Je crois que c'était lié à ta maladie, non? Et en même temps, j'ai fait, en 96, l'année d'après, j'ai toujours été malade. Donc j'ai laissé tomber tout ça. Ah oui, d'accord. Et un concours de circonstances qui faisait que il fallait mettre fin après. Oui, il y a eu plusieurs choses qui faisaient que... Après combien, pratiquement 17 ans d'enseignement, hein, avec Pierre Haeckel et moi, on a enseigné pendant près de 17 ans. Depuis 78. Donc ça, c'était un exploit quelque part. C'est un record, Donc 2 années dans une enceinte universitaire. J'étais probablement le seul astrologue en France à enseigner dans une université. Mais pas vraiment dans le cadre de l'université. Voilà. Mais Il y avait une ambiguïté. Sous couvert de la maison de la culture. Hein, je Voilà. me souviens parce qu'il n'y avait plus de place. Je me souviens une année, moi je crois que c'était en 93, où les élèves de mes cours étaient debout, prenaient leurs notes contre le mur. Il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Donc, pour toi, tu avais l'impression de donner un cours magistral, quand même. Oui, bien sûr. Alors, le contact avec les élèves n'était pas évident. Quand il y avait autant d'élèves. Bien sûr. Il aurait fallu faire venir du monde de l'extérieur. Et à l'époque, tous nos congrès se terminaient, on voulait faire un congrès d'astrologie, mais bon, il fallait décaler pour tous les 2 ans, 3 ans. On aurait pu reprendre ce cycle-là, entre parenthèses, grâce au républicain noir. Et Gaston Chouy pouvait nous aider. Je pense qu'il avait été suivi d'effet.
Il y a un peu un gâchis. Oui, si je n'avais pas été malade, je pense que peut-être puisque je me suis installé en Montréal après. Parce qu'en fin de compte, on pouvait très bien trouver un autre endroit pour le faire, qui n'aurait pas dépendu de Oui. Et les gens auraient payé un petit peu. C'était justement, c'est ce que nous ne voulions pas trop, c'était d'assommer les gens avec des tarifs exorbitants. Oui, mais enfin. Bon, j'étais déjà entre les cours c'était la grande époque des cours de judo, des cours d'aïkido, en dehors des cours traditionnels comme le chant, la pâte à sel, tout ce qui se passait à la maison de la culture. Alors quand on disait qu'on faisait des cours d'astro à Metz, les gens venaient dans un rayon en gros de 50 km de Metz. Oui, c'est en ville peut-être. Voire de Saint-Avold. Donc ça faisait 47 km, 45 km. Remarquable. Ça m'avait échappé cette information. Bon, alors donc, comment tu organisais ton programme? Il y a eu une première, il n'y avait pas des années, en fait, il y a eu une seule année. 2 années. Il y avait un cycle de 2 années. Alors, donc j'avais un cours de... En deuxième année, il n'y avait plus que 30 personnes, c'est ça? En deuxième année, il y avait une douzaine de personnes. Donc les gens s'arrêtaient à la première année. Donc encore même en cours de route. La plupart du temps, quittaient en cours de route et je ne la retrouvais plus du tout en deuxième année. À ton avis, ça tient à quoi ça? Trop complexe à l'époque pour les gens, beaucoup trop complexe. Ils voulaient faire de la voyance, c'est tout. Ils ne voulaient pas de l'astrologie. Ils voulaient déterminer tout de suite ce qui ne collait pas, savoir et tout ça. Et quand on entrait dans le détail après, c'était plus difficile. Et je dirais, on ne s'improvise pas en astrologue. Ça maintenant, avec l'expérience du recul des gens que j'ai rencontrés et qui ont voulu s'installer, 50% j'ai faillite. Les anciens élèves, j'en ai quelques-unes, pour dire honnêtement, qui se sont installés à leur compte en Metz, mais c'était une catastrophe de 2 ou 3 ans. Non, on ne peut pas faire de l'astrologie comme ça. Je pense qu'il y a une vocation, il y a une pédagogie, surtout une pédagogie, où je peaufinais tous les ans les thèmes, les cours, grâce à Pierre Etienne, mais grâce à ce que moi, j'apprenais par mes élèves qui me demandaient, je ne comprends pas si je ne comprends pas ça, et que je réimprimais chaque année à couverture. Ah, très bien. Tu ne faisais pas passer un examen? Non. Non, l'examen était suffisamment naturel. Ouais. Au bout de 6 mois, 8 mois, les gens s'en allaient. Ouais. Donc, tu as enseigné, tu avais ton propre... c'est vrai. Donc finalement, les premiers cours, ça consistait en quoi alors finalement? Tu te souviens? C'est la présentation de l'astrologie traditionnelle. Déjà assez complexe. Oui. Il fallait une bonne année pour que les gens se perméabilisent véritablement au terme, au montage du thème. Il y avait 90% de femmes dans la salle? 80% de femmes. Puis la deuxième année, c'était pour développer l'interprétation. Oui. Mais en fait, il fallait vraiment 3-4 ans pour comprendre. Oui. Puisque ceux qui ont bien voulu continuer l'astro, que je rencontre de temps en temps actuellement, cherchent toujours une voie à travers les interprétations. On ne fait plus le montage puisque maintenant l'ordinateur permet de sortir le thème tout fraîchement à la main, mais ça n'empêche que l'interprétation, il faut l'étudier soi-même. Et donc finalement, l'astrologie, tu as fait tes propres recherches en astrologie, c'est-à-dire que tu as fait des applications, notamment, tu peux nous parler un peu du cheminement de tes recherches dans ce domaine vers les recherches, c'est plutôt les applications que l'astrologie traditionnelle nous donne et qui n'ont peut-être pas été saisies dans leur propre valeur à l'époque où on faisait ces cours-là. Et après, lorsque je me suis perméabilisé au comportement d'être humain, il a bien fallu
Il y avait des relations de cause à effet que le thème me demandait. Je les ai également pratiquées parce que je me passionnais pour le montage des thèmes des hommes politiques, par exemple. Ah oui, voilà. Où on se rend compte que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans 50% des cas, les hommes politiques n'ont pas leur place. Ah oui, ils ne sont pas qualifiés pour ça. Là, comment se fait qu'ils sont quand même là en place, justement, c'est un paradoxe. Ils sont mis en place par un système. Ah oui, c'est ça. Pas par la valeur de leur c'est ça, ce que je disais. L'astrologie se trouve confrontée à des systèmes qui viennent interférer avec le cours normal des choses. Il y a des êtres qui sont très valables, mais le chirurgien dentiste ne fera pas un spécialiste en moteur diesel. On n'est pas fait pour ça. Donc vous montez le thème en regard et on dit nous sommes là pour conseiller. Donc mon rôle s'est développé de plus en plus lorsqu'il a fallu se rendre compte qu'en fait tous ces gens-là qui venaient me demander sont dans une souffrance extrême. Je n'en voudrais que comme exemple, il y a encore une dizaine d'années en arrière, les gens demandaient la vie sentimentale, la vie familiale, on se penchait un petit peu sur cette ambiance de famille qui maintenant est complètement obsolète, puisqu'à l'heure actuelle, les questions que se posent les gens, c'est le travail, c'est le boulot et c'est le pognon. C'est plus la famille. C'est fini la famille. Ah oui, c'est intéressant. En fait. Là, tu as un observateur. Pour te permettre de voir l'évolution de la société. Terminé. La société-là ne veut plus de la vie de famille, elle ne veut plus d'amour, on s'en fout. C'est du pognon et c'est du travail. D'accord. Donc, changement de mentalité qui vient aussi de la naissance des enfants avec les grosses productions de planète comme Uranus en Verseau il y a quelques années en arrière. Ça, c'est pas. C'est pour ça que la relation que vous avez faite, je vis constamment tous les jours dedans. Même sans spécialement avoir le thème de quelqu'un en main, un bon astrologue qui sait par cœur un petit peu avec l'heure de naissance de quelqu'un qui nous annonce ça en aparté, on a le thème un peu dans la tête, on peut répondre à des questions. Et alors, que tu es quand même très optimiste sur l'avenir de l'astrologie, en fait. Je pense qu'elle est indéracinable, qu'elle va être de plus en plus reconnue par la force des choses. Elle sera reconnue par la force des choses, mais aussi par la force des gens dont la capacité à la mettre en valeur sera là aussi. Pour ça, quand j'entends parler de voyance et d'astrologie, c'est incompatible. C'est incompatible. Justement, tu peux nous expliquer un peu cette incompatibilité qui n'est pas si évidente que ça, en fait. Un astrologue lit une carte du ciel. Comme une carte routière. Tu dois aller du point A au point S dans ta vie, ne perds pas ton temps à aller à C, à D, E. Tu vas de A à S. La voyance va partir de S à Z, mais de Z à A et de B à C. Complètement contraire. Pour arriver peut-être au même résultat, alors à travers des filtres dont seul le voyant peut avoir les arcanes et encore. Je pense que ce sont des gens qui sont sous un forme. D'ailleurs, monter le thème d'un voyant, c'est quoi? C'est lui dire si c'est bon ou mauvais. Mais parfois les astrologues se prennent pour des voyants aussi, un petit peu. Non. Enfin, je veux dire, ils utilisent l'astrologie un peu pour savoir des choses que... Est-ce que la voyance ne va pas au-delà de ce que peut faire l'astrologie? La voyance est d'origine neptunienne. Ça s'explique dans un thème astral nordachien. Donne-moi le thème de la voyance, je te dirai tout de suite si c'est valable ou pas. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on parle de prédiction, on a arrêté ce terme-là avec Pierre Haeckel. On fait des prévisions, pas de prédiction. Oui. Alors qu'est-ce qui distingue justement la prévision de la prédiction, Michel Mansuy? La prédiction inclut le gourou que devient le voyant quand il s'adresse à son fils. Il n'a pas le droit de s'impliquer dans le comportement de l'autre. Tandis que faire une prévision, c'est lui donner les moyens de s'en sortir, ou d'y rester suivant le cas. C'est ça la différence. Prédire, c'est imposer quelque chose à quelqu'un. Prévoir, c'est lui dire, voilà monsieur, vous roulez à 150 à l'heure sur l'autoroute, vous allez dans 5 km avoir les flics et puis dans 2 km la douane, vous continuez à rouler à 150 à l'heure comme vous voulez. Il faudra vous arrêter tôt ou tard.
C'est ça la différence. Et ça, on n'a pas saisi encore à l'heure. C'est pour ça que j'attends beaucoup de l'heure du Verseau qui va enfin changer l'état d'esprit dans lequel nous entrons pour étudier l'astrologie. On passe d'un moteur à essence maintenant à un moteur hybride d'électricité et alcool. Donc, si on va aller par là, nous allons moins polluer, nous roulerons moins vite, mais nous allons avoir une qualité de vie beaucoup plus intéressante pour le génie qui vient d'inventer ce nouveau moteur. Donc le nouveau moteur, entre guillemets, de l'astrologie du futur, c'est celui de dire aux gens, attendez, on va vous raconter des tas de conneries pendant 500 ans ou presque. Maintenant, il faut arrêter. Tu disais quand on était en train de venir jusqu'à ce restaurant, qu'il y avait un grand problème concernant d'où vient l'origine de l'astrologie, c'est ça. C'était une sorte de révélation, on avait été en contact avec des civilisations supérieures. C'est la conclusion actuelle que je porte au-delà des 6 ou 7 000 ans d'existence de cette astrologie. Comment des hommes qui, 6 000 ans en arrière, ne possédaient probablement pas la lunette astronomique et encore moins le sextant, pouvaient se référer aux astres, mis à part Soleil et Lune, qui étaient courantes dans la vie quotidienne. Donc la seule, comment dirais-je, réponse qui pourrait être valable, je dis bien qui pourrait être valable, c'est que nous avons été au contact d'une autre civilisation et puis on nous a appris ça, c'est tout. Ah oui. Je pense, moi, que la vie sur la planète Terre vient d'une autre planète. Alors, est-ce que ce savoir qui nous aurait été révélé, est-ce que nous sommes sûrs qu'il nous a été transmis des siècles après intact? Oui, c'est aussi toute la question. C'est comme le moine copiste du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il a copié des textes sacrés? Ce qu'il voulait. J'ai appris récemment qu'on payait les moines au mot et à la lettre à l'époque. Ah oui. D'où certaines phonétiques de la langue française qui remonteraient à cette période et qui nous fait comprendre que on mettait un M de plus, un L de plus, alors que ça n'était pas. Pourquoi un homme avec 2 M pourquoi les nouvelles... On payait quand même pas les gens à la lettre. Si, on les payait à la lettre. Mais les moines, est-ce qu'ils étaient payés d'ailleurs? Je ne sais même pas s'ils étaient payés. Enfin, peut-être qu'on payait le monastère. Ils étaient payés à la ligne quand même. Oui. Ils étaient payés à la ligne quand même. C'est rien que de compter les lettres, ça devait être un travail. Non, mais ce sont des recherches actuelles qui nous font pencher vers ça. Et je pense que l'issue de l'astrologie, qui pour moi semble positive, eh bien, elle n'a pas encore donné le meilleur d'elle-même, à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'elle était dans les gens de mains compétents, dans les mains de gens compétents. Justement, ça pose le problème de recrutement. Aujourd'hui, l'image de l'astrologie n'attire pas spécialement les gens valables pour étudier ce sujet. Hélas. C'est un cercle vicieux. Il faut faire comme la médecine. Créer un ordre des astrologues. Reconnu par des pères, par des vieux sages, par des gens qui, eux, pourraient sentir si on peut faire confiance ou pas à la personnalisation. Ce qui est grave, en fait, parce qu'on donne des lettres de noblesse à des gens qui, peut-être aussi, au bout d'un certain temps, mentent et tout. Enfin, la référence, elle est très simple, Jacques. Montre le thème astral de celui qui veut devenir astrologue, c'est tout maintenant. Est-ce que c'est jugé bon ou pas bon? Comme je peux monter le thème d'un président de la République qui, à l'heure actuelle, n'a rien à faire là où il est. Ah oui. C'est tout. C'est un très bon ministre d'Intérieur, point barre. C'était pas un ministre, c'était pas un président de la République, entre autres. Alors, tu prends tous ces gens-là, tu prends les papes, mais on a tout faux. On a tout faux. De A à Z, on a tout faux. C'est pour ça que je dis que l'astrologie, bien comprise maintenant, elle peut apporter quelque chose de positif. Mais il faut la remettre en cause complètement. Ça veut dire se remettre en cause face à l'astrologie. Alors, donc toi tu as fait des prévisions importantes, tu as essayé de comprendre un peu la marche des mondes depuis les Dans cette spécialité, l'astrologie mondiale, ça représente quelque chose de très, je dirais, très puissant. C'est par le cycle justement dont on parlait tout à l'heure, que l'arrivée d'Uranus tous les 84 ans dans le signe du Bélier, notamment dans celui-ci, parce que ça ne va pas être de tout repos, n'est-ce pas? Une planète de violence et de colère dans un signe martien, ça se traduit par de la violence. Donc,
sans exagérer au niveau du monde, nous allons entrer dans une nouvelle civilisation qui peut être, soit, je ne le souhaite pas, surtout pas, qu'on ne me prête pas ce que je n'ai pas envie de dire, soit l'arrivée d'une troisième guerre mondiale, ou un contexte tel que l'être humain ne pourra plus contrôler ses pulsions, parce que les pulsions sont d'origine uranienne, et à ce moment-là, il peut arriver un phénomène d'autodestruction par l'utilisation d'armes, etc. Bien connu, hein. C'est très bien ça. N'oublions pas que dans le mot Uranus, Jacques, il y a le mot uranium. Ouais. Et que fait-on avec l'uranium? Des bombes atomiques. Des bombes atomiques. Voilà. Donc l'ère du Verseau, c'est pas très. Tout à l'heure, comme il disait que le Verseau, c'était pas très rassurant le Verseau. Tous les anciens astrologues que j'ai rencontrés, y compris Barbeau le premier, classaient Uranus, Neptune et Pluton dans les planètes dites problématiques. Un problème plus un autre problème égale un problème. Donc, je m'appelle. Maintenant, avantage à Neptune, qui pendant la période où l'Uranus va transiter de 2012 à 2019 dans le signe du Bélier, Neptune va entrer dans les Poissons. Oui. Alors, 15 ans, 17 ans dans les Poissons. Je vois l'humanité se scinder en deux. Oui. Il y aura les purs et durs qui iront à la castagne, Uranus en Bélier, ils ne pourront pas faire autrement. Et il y aura ceux qui ont compris que cette voie-là n'apportera que tristesse et destruction, et se serviront de la spiritualité par l'arrivée de Neptune en Poisson, qui lui va libérer d'autres énergies de type spirituel. Donc voilà, l'humanité sera littéralement divisée en deux. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on a toujours la dualité, c'est important la dualité. Il y a toujours une forme de dualité quelque part. C'est le choix. Appelons-le le choix. Où on utilise la force et la violence parce que on ne peut pas faire entendre raison, ce qui est navrant. Ou on laissera les violents, parce qu'ils seront toujours là, il y aura toujours les violents, qui finiront par utiliser leurs propres armes contre eux-mêmes, donc ils s'autodétruiront. Je pense que la vérité est là. Pendant qu'une grande autre partie de l'humanité se spiritualisera avec l'arrivée de Neptune en Poisson. Et comment tu parlais tout à l'heure de l'axe des pôles qui va également. Parce que c'est vérifié depuis le tsunami de Phuket. Depuis le tsunami de Phuket, on s'est aperçu, il y a des revues scientifiques qui l'expliquent, mais bien sûr on ne le crie pas sur tous les toits et pour cause, c'est que l'axe de rotation de la Terre a baissé sur lui-même. Je ne sais pas combien de degrés, mais il a baissé. Est-ce que ça va avoir des effets immédiats? Les effets sont déjà en train de se faire puisque nous n'avons plus de saison. Oui, mais quelles sont les saisons, Jacques? C'est donné par l'axe de rotation de la planète Terre. Si la planète Terre tourne verticalement, il n'y a plus de saison. C'est parce que son axe est traviole, qu'elle tourne sur elle-même et en même temps autour du Soleil, que nous avons printemps, été, automne, hiver. Donc à partir de ce moment-là, l'axe va continuer à baisser, ce qui veut dire que les pôles, dans, je sais pas, 1000 ans, 2000 ans, vont basculer au niveau de l'équateur, et inversement. Donc ce sera une obligation d'avoir des grandes migrations. oui. Les peuples vont changer de place sur la planète Terre. Et en migrant, ils entraînent avec eux tout leur potentiel de savoir, leur philosophie de vie, leur religion, leur technique. Ce qui s'est probablement passé avant l'époque égyptienne, où on sait que la dernière fois que la planète Terre a bousculé son axe, c'était avant l'époque égyptienne, dont le déluge fait partie. Donc le cycle recommence. Le cycle recommence. C'est pour ça que si j'avais demain un micro à la main, pardonne-moi de cette stupidité, mais je dirais bien à la face du monde, arrêtez de faire des conneries. On est tous sur un vaisseau fou qui s'appelle la planète Terre, et nous sommes lancés autour du Soleil à 100 000 km/h, on arrête nos bêtises. Alors si on se met ça dans la tête, Jacques, c'est le paradis terrestre demain. Ce qui confirmerait l'arrivée de l'âge d'or dans les 100 alors qu'est-ce qui te permet justement de dire qu'on sort de l'âge de fer pour aller dans l'âge d'or? Parce que nous savons que l'âge de fer, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de mines, il n'y a plus de sidérurgie, c'est fini. Ah oui, les usines s'arrêtent. D'autant plus en Lorraine. Les usines s'arrêtent. La production d'automobiles s'arrête. Ça y est.
nous entrons dans l'âge d'or, Jacques. Ça, c'est la plus belle des nouvelles que tu puisses annoncer à tous ceux qui liront ce film et qui regarderont ce film. Nous allons entrer dans l'âge d'or pendant 25 920 ans. C'est pourquoi ça te aussi encore. Parce que c'est 12 fois les airs, c'est 12 fois les airs de 2000. Et là, on était dans l'âge de fer depuis combien de temps? Depuis 25 000 ans. À chaque âge fait 25 000 ans? Oui. Ah, d'accord. Parce que c'est 12 fois une ère. Une ère fait 2000 ans, 12 fois 12, de 25 000, en gros à peu près 25 000 ans. Mais alors là par exemple, l'ère du Verseau, c'est le début de l'âge d'or? À quelque part, ce serait un petit peu le début de l'âge d'or. Ah bon? À quelque part. Mais pour voir l'évolution du sentir de cet âge d'or, il faudra, à mon avis, encore une bonne centaine d'années. Et n'oublions pas que la définition de l'accomplissement du signe du zodiaque, il s'accomplit dans le signe opposé. Donc si nous entrons dans l'ère du Verseau, nous devons nous accomplir dans le lion, qui est un signe d'amour, effectivement. Et le signe de la personnalité, non pas égocentrique, un peu comme le bélier peut-être, mais c'est la diffusion de la personnalité confondue dans celle des autres, puisque Uranus est le signe de la fraternité universelle. Que dit-on dans certaines revues un peu spécialisées dans cette gouvernance? On parle du nouvel ordre mondial. Ce qu'Hitler voulait faire pendant la Seconde Guerre mondiale, on est en train de le faire dans un monde soi-disant plus pacifique. Oui, oui. D'ailleurs, on nous ment, c'est tout. Il y a une phrase qu'il faut retenir de notre Christ, je dis du nôtre, pour ceux qui y croient, une seule, en dehors de ça, notion d'amour et de fraternité tout à fait libre. Puisque nous sommes sous le même vaisseau, on ne va quand même pas déconner. Mais nous le faisons, tellement nous sommes stupides. Mais une phrase qu'il faut retenir, une seule, la vérité vous délivrera. Apocalypse 6, la révélation, c'est maintenant. Alors, est-ce que tu as essayé de comprendre le XXe siècle à la lumière de l'astrologie? Comme a fait Barbeau, par exemple. Oui, je le pense, mais par les problématiques, curieusement. Pas par les planètes traditionnelles qui sont toujours là pour montrer la tradition comme un chemin bien goudronné, si tu veux, mais où le conflit existe entre les astrologues et ceux qui essaient d'interpréter, c'est les planètes lentes. Ce sont les planètes qui sont dites, serre-toi, Moi, j'en vois pas. ce sont les planètes lentes qui sont quand même rattachées à toutes ces problématiques. Avec Uranus, où il nous a fallu combien une bonne centaine d'années pour pouvoir traduire Uranus différemment. On pensait que ce n'était qu'uniquement la planète du progrès, du modernisme, d'accord, mais c'était aussi une planète d'embrouille. Puisque qui dit progrès modernisme dit utilisation de nouvelles techniques, dont la grande majorité sont instables. Ne cherchons pas la stabilité avec Uranus. L'heure du Verseau sera 2000 ans d'instabilité, 2000 ans d'invention, où une idée chassera l'autre dans la journée, voire dans l'heure. J'ai coutume de donner à mes élèves, les derniers en date, ils me disaient, mais alors qu'est-ce que vous attendez d'Uranus au niveau de l'astrologie mondiale? Ben, je dis, écoutez, se projeter dans le temps, c'est déjà Neptune et Uranus confondus, puisque ces deux planètes-là sont à quelque part jumelles dans la façon psychologique de réagir dans le monde. Mais je dis, Uranus, c'est l'histoire d'un ingénieur, constructeur automobile, qui se met sur sa planche à dessin et qui fait un merveilleux dessin de moteur, de voiture. Terminant vite ce dessin, il le porte à l'usine. Oh, bravo, monsieur l'ingénieur, impeccable, on va commencer à fabriquer ce moteur-là. Et les gars se mettent à souder, à découper la tôle, à commencer à faire un moule pour le moteur. Pendant ce temps, l'ingénieur retourne à sa table de dessin. Il regarde, ah mince, j'aurais pu faire passer le tuyau là, mettre une ventile là, et c'était encore beaucoup plus efficace. Il regrette son calque, il refait son dessin, il recourt vite à l'usine. Ah, bien monsieur l'ingénieur, impeccable, ce que vous avez fait là, modification, ne vous cassez pas la tête, on n'a pas fini le moule, on va modifier le moule. Les gars commencent à modifier le moule, et l'ingénieur retourne à sa table de dessin. Ah mais oui, tiens, j'aurais pu faire une courroie de transmission en partant de là. Et il retourne pour la 3e, la 4e, la 5e fois, la 10e fois, avec un nouveau plan à l'usine. Que s'est-il passé en définitive, Jacques? On n'a jamais fabriqué le moteur.
C'est ça l'air du Verseau. On n'a jamais fabriqué le moteur. On a fait des embryons, on a fait des essais, mais le moteur n'a jamais été fabriqué dans l'air du Verseau. C'est une aire de versatilité. Verso versatile. Donc instable. Instable. Ce qui va dire aux gens qui ont une expression d'eux-mêmes forte que dans une ère d'instabilité comme le Verseau, on ne peut pas permettre à des gens qui ont une idée à la minute ou à la seconde de pouvoir guider une humanité avec ça. C'est pas possible. Si on te fait changer de direction toutes les 5 minutes dans une voiture, tu ne connaîtras jamais ta vraie direction. Et c'est le danger que nous courons dans l'ère du Verseau, c'est ce caractère versatile. Et tout ce qui est Verseau à l'heure actuelle est en train déjà d'en souffrir. N'oublions pas que nous avons un président Verseau ascendant Vierge. Et que nous avons curieusement une Ségolène royale Vierge ascendant Verseau. Et je les prends tous les uns derrière les autres et ils seront tous pareils. Donc, tu crois sérieusement à cette théorie des airs comment tu la formules et comment tu l'expliques? Simplement que enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si tu veux définir Dieu graphiquement parlant, que vas-tu dessiner? Un carré ou un rond? Tu vas dessiner un rond. Pas de commencement, pas de fin, pas de commencement, pas de fin. Oui. D'accord. C'est une chose. Donc, alors, s'il n'y a pas de commencement et s'il n'y a pas de fin, ça laisse entendre que cette notion de cycle, elle est éternelle et c'est le principe de base même de la vie éternelle qui n'a jamais été su ni dit correctement par toutes les religions du monde. C'est un cycle infernal, mais c'est un cycle qui tient la route, absolument, puisqu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Pourquoi pourrait-on s'arrêter? Le mot fin, que veut-il dire? Aujourd'hui, c'est la fin de notre interview. Tu vas replier la caméra, tu la mets dans ton sac. C'est la fin de notre repas, nous payons, nous nous levons. C'est la fin de notre marche, nous allons prendre un repos. C'est la fin de notre sommeil, nous nous levons le matin. C'est ça le cycle. C'est la plus belle notion de la vie éternelle. Justement, à propos de cycle, comment tu distingues la conjonction de l'opposition quand il y a deux planètes qui se voient? Oui, c'est pas du tout le... Là, je le lis au niveau carrément du magnétisme, au niveau de la puissance amalgamée de deux corps qui sont l'un à côté de l'autre, qui donnent beaucoup plus de puissance à celui qui est en face par rapport à une opposition qui est en fait un partage de puissance. Dans une conjonction, il n'y a qu'une seule puissance qui t'écrase. Dans une opposition, il y a un partage de puissance. D'accord. Que tu peux couper en deux. Il suffit que tu fasses la moitié du chemin dans une opposition et que tu laisses l'autre tomber. Tandis que dans une conjonction, tu subis deux êtres qui te boxent en même temps. Donc au lieu de te battre contre une seule personne, tu te bats contre deux. Or, mathématiquement parlant, 2 contre 1, c'est déjà difficile. Une opposition est beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple. Elle ne nous enferme pas, elle nous oblige à dépenser beaucoup plus d'énergie. C'est pour ça que... Par exemple, pour revenir à ton enseignement, comment est-ce que tu présentais le zodiaque et son... Je le présentais de la manière la plus traditionnelle, de façon à ne pas perdre, je dirais, l'essentiel de cette base fondamentale de l'astrologie. Il fallait étudier d'abord les signes, leur succession dans l'ordre, rattachés théoriquement aux saisons, puisque l'origine du zodiaque est quand même celle des saisons. Ensuite, les maîtres du signe, bon, Gaston Schmitt disait tout à l'heure qu'il n'était pas très preneur des exaltations et des dignités, etc. À quelque part, ça peut marcher quand même. Mais c'était la base fondamentale de l'astrologie traditionnelle. Pourquoi? Parce que j'avais quand même affaire à des gens néophytes, ou pire, ceux qui avaient de connaissances mal acquises de l'astrologie par des revues honteuses,
notamment par l'horoscope quotidien, qui est d'une débilité, et que j'aimerais bien qu'une loi sorte demain pour qu'on en peut. Non, mais par exemple, c'est vrai qu'il y a. Est-ce qu'il y avait parfois des réactions de la part des élèves qui ne comprenaient pas certaines choses ou qui cliquaient sur certaines choses? Et qui m'arrêtaient tout de suite parce qu'ils ne comprenaient pas, ce qui m'a permis, moi, d'une année sur l'autre, d'agrémenter mes cours d'une façon beaucoup plus agréable. C'était de la pure pédagogie. On m'arrêtait, qu'est-ce que ça veut dire ça conjoint ça? J'ai attendu, vous regardez 2 planètes, et tout de suite je notais, le soir, à modifier la présentation de telle ou telle planète. Beaucoup de gens avaient lu dans des livres, je dis pas tout stupide, non, mais quand on voit que ces gens-là voulaient développer l'astrologie dans la connaissance non pas de soi, mais dans le côté divinatoire. Alors dans le mot divinatoire, il y a 2 racines. Oui. Il y a divin ou déité V-A-I-N. Oui. Attention. Donc le gars qui venait avec son horoscope à la main et tout ça, je dis bon déjà quoi, horoscopoi qui vient de l'égyptien, celui qui lit l'heure. Donc c'était déjà de la divination. Mais il lisait l'heure en fonction des positions planétaires à l'époque égyptienne aussi. Pourquoi les Assyriens, les Babyloniens ont-ils construit ces fameux ziggourats, les tours sur lesquelles nous montions pour regarder le ciel un petit peu plus propre qu'au niveau du sol? Il y avait des jeunes recherches scientifiques qui étaient terriblement fortes. Donc les gens venaient, ah oui, monsieur Monsuy, je connais, ah je vais vous dire, qu'est-ce que vous savez, ben voilà. Alors les femmes, par contre... Donc tu nous disais que la femme, c'était pas l'homme. Bah, il y a quelque chose qui est quand même à l'origine de la construction de l'homme, c'était l'hermaphrodisme d'origine, où l'homme et la femme étaient confondus en un seul être humain. Pourquoi l'a-t-on séparé? Pour qu'il puisse passer le reste de sa vie à courir l'un après l'autre? Je trouve ça un peu stupide. Ce n'est pas l'œuvre d'un divin, c'est l'œuvre d'un malin. Donc, à partir de ce moment-là, l'ésotérisme contenu dans le comportement de la femme est nettement plus développé que celui de l'homme. L'homme, son instinct grégaire est de se reproduire, c'est un chasseur, Jacques. Une femme, elle a autre chose à faire, elle porte la vie. Un homme porte la graine, mais c'est la femme qui porte la vie. Et on lui a donné un pouvoir qui est celui de, en quelque sorte, de sentir les choses autour d'elle, par ce côté féminin, donc par la lutte, qui, d'après moi, le thème d'une femme doit d'abord essentiellement se reposer sur la lune. Ensuite, son soleil natal, d'accord, mais pour la femme, d'abord la lune. Puisque des femmes, beaucoup me disent qu'elles ne se retrouvent pas dans tel ou tel signe du zodiaque. Quand on monte le thème, on voit que le signe est complètement dans un signe d'eau, que la lune est dans un signe d'eau, ou dans une maison qui est complètement faible. Et je dis, ben effectivement, vous avez raison, madame. Que vous, une femme bélier ascendant Sagittaire, si elle a la lune en poisson, est dans la maison 12. C'est une femme qui sera complètement envahie par l'eau. Donc l'eau et le feu d'origine par sa naissance de signe de feu, ça fera quand même très mauvais ménage, donc elle se sentira très mal dans sa peau. Et par rapport à l'homme, eh bien, elle lui apporte quoi? Elle lui apporte simplement l'autorité de cette mère, hein, la mère de l'univers, c'est la matrice de l'univers. La matrice de l'univers, c'est féminin, c'est pas masculin. Est-ce que Jacques, qu'un homme sait, quand il aime une femme, dans la position dite du missionnaire, que cherche-t-il inconsciemment à faire? À rentrer dans le ventre de sa mère. J'ai mis des années de travail, ça m'a... J'ai demandé aux gens, des camarades, comment tu te ressens et tout. Ils me disent, si je pouvais rentrer dedans, je dis oui, hein, si tu pouvais rentrer dans la matrice, hein, tu y serais bien confortablement installé comme un fœtus. La femme n'a pas la même motivation. Pas du tout. Pas du tout. Trouve-t-on la guerre chez une femme? Réellement? Trouve-t-on la haine chez une femme? Ça n'est pas. C'est pour ça que l'équilibre de ces forces, il faut le yin et le yang, il faut 2 forces dans l'univers. 3 si on veut pour la divinité. Mais c'est maintenant que ça se joue dans ce monde-là. Donc il y a un certain paradoxe dans ce que tu dis, parce qu'en fin de compte, à la fois tu parles du thème natal,
Et à la fois, là, tu nous parles de la femme en général. La femme en général, le comportement de la femme à travers cette lune, c'est là où je lui dis, vous avez un rôle important à jouer, celui de faire découvrir l'homme sur lui-même. En fait, ce qui ne plaît pas aux femmes, surtout les femmes modernes, c'est de leur dire que vous êtes avant tout des mères. Alors là, quand je dis ça, oui, vous comprenez, il y en a marre, on a déjà assez fait le boulot et tout. Je dis, désolé, mesdames, vous êtes conçus physiologiquement parlant pour avoir un enfant. Et l'homme qui est en face de vous est un enfant. Il avait une mère. Et il ne cherche qu'une chose, c'est à retrouver la paix et la protection de la mère. Curieusement, beaucoup me disent, c'est pas la protection du père, c'est la protection de la mère. Et ça, c'est quelque chose que l'homme moderne doit tenir compte. Et je dis à mes anciennes élèves, quand ils m'arrivent de rencontrer, vous qui avez vos amis, vos copains, vos amants, tout ce que vous voulez, mais talochez-les comme un gosse en leur demandant de redevenir un homme avec un H majuscule. C'est maintenant qu'il faut. C'est quoi redevenir un homme? Devenir un homme, c'est quoi? C'est-à-dire un homme avec quelque chose d'un peu plus divin que le matérialisme dans lequel il est enfermé maintenant. Je lisais récemment un article dans un hebdomadaire dont je n'ai pas cité le nom. L'homme est entré dans la matrice. Voir le film de Matrix. Nous sommes dans la matrice maintenant. Nous sommes bouffés par la machine. Nous sommes devenus des machines. Et la femme là-dedans, quand elle peut se mettre de côté, elle se met de côté. Pourquoi croyez-vous que les femmes grossissent? Je ne sais pas comment nos auditeurs qui m'écoutent vont réagir. Les femmes grossissent parce qu'elles vont mettre au monde une nouvelle civilisation. Elles ne le savent pas. Seulement ça peut se faire par éclatement abdominal, ce qui n'est pas très sain, ou justement par demander à leurs maris et à leurs hommes de redevenir justement des hommes un peu plus sains de corps et d'esprit, plutôt que de devenir des machines parmi d'autres machines. Ça, c'est la philosophie que je tiens de l'ère du Verseau. Alors, quand on me dit, mais on va évoluer, bien sûr qu'on va évoluer dans l'ère du Verseau, puisque je dis qu'on passe du 110 volts au 220, mais il y a des gens qui sont déjà en 380. Il y a des gens qui sont déjà beaucoup plus loin que ça. Alors, comme dans chaque grande civilisation naissent des gens pour cela, qu'on appelle vulgairement des prophètes, qu'on appelle vulgairement des gourous, qu'on appelle des maîtres. Je ne suis pas plus maître qu'un autre, mais ce que je ressens, c'est que ça va se passer comme ça. Donc, le message traductif du Sagittaire que je suis, n'est-ce pas? C'est celui que je dois transmettre à travers l'astrologie, qui est une science magnifique pour moi. Maintenant, j'aurais pu devenir mécanicien auto et enseigner parfaitement comment démonter un moteur les yeux bandés. J'aurais peut-être pu le faire. Mais cette science-là, elle m'est donnée par mes parents. J'avais une mère qui était passionnée d'astrologie. Ah oui? Et j'ai mis une trentaine d'années pour m'en apercevoir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une trace familiale là-dessus. Ah oui, tu me disais ça, oui. En plus, Jacques, avec la permission de ceux qui nous écouteront, je m'appelle Monsieur Mansuy. Oui, alors, oui. D'où vient l'étymologie de Mansuy? Ça vient de mensuétude. Ah oui. Étude des mensues. Ah oui. Je ne pouvais pas faire autrement. Ah oui, Monsieur Mancy. Étude des mensues. Et les Mancy, ça revient à la divination. Et ça revient justement aux sciences occultes. Alors, tu nous disais tout à l'heure que les sciences occultes allaient connaître une renaissance, c'est ça? Ouais. Je pense après Une reconnaissance. Une reconnaissance. Oui, plutôt une reconnaissance, mais je pense après le krach de 2019, 2019-2020. Quelqu'un m'a dit récemment que le calendrier Maya s'arrêtait vers 2020. 2012, en fait. 2012, oui. Il y a 2012 pour la première approche, mais il y aurait donc... en gros, je vais faire un calcul. Nous sommes donc en guerre, si on veut, depuis le 11 septembre 2001. Bon, je pense qu'il ne faut pas négliger ce qui s'est passé là. Donc, si nous faisons les 30 ans du cycle saturnien, disons 29 ans et demi pour être précis, 2001 et 29 ans et demi, ça nous fait 2030. Nous sortons du chaos en 2030. C'est... Pardonne-moi d'exprimer ça d'une façon peut-être très primaire, mais je crois fermement que
on pourra réellement voir clair à partir de 2030. Ce qui laisse entendre que beaucoup de choses intéressantes vont se passer, même à travers le climat délétère que nous vivons à l'heure actuelle, avec l'argent qui ne vaut plus rien. Bah oui, l'argent ne vaut plus rien parce qu'il est établi sur le mensonge. Tu dis que c'était prévisible cette crise actuelle? Elle est prévisible dans les grands cycles mondiaux, mais pas dans les cycles, je dirais, dans les grands cycles mondiaux, par l'intérêt que nous pouvons porter à Uranus-Neptune, qui sont donc en réciprocité depuis ces 7 dernières années. Si tu prends la réciprocité d'Uranus-Neptune, Uranus veut changer quelque chose, mais quoi? Point d'interrogation, Neptune. Nous ne savons plus où nous en sommes. Nous sommes dans la machine. Donc nous sommes devenus comme des ordinateurs fous. On a déconnecté, c'est tout. C'est tout. Alors évidemment, les mauvaises foi, les hommes les méchants, puisque tant qu'il y aura des bons, il y aura des méchants, et tant qu'il y aura des méchants, il y aura des bons sur la planète Terre, c'est inévitable. Donc ces gens-là sont maintenant arrivés à la fin de leur système. Je pense que les bons devront prendre les rênes de l'humanité en main dans une trentaine d'années. Mais ce que je voudrais savoir, c'est, comment dirais-je, il y a toujours, comme tu disais, je crois qu'il y aura deux populations. Il y aura ceux qui gagneront et ceux qui perdront. Oui, enfin, gagner et perdre, ce sont des notions, je dirais, qui sont un petit peu exagérées. Mais c'est comme dans un match de foot, il y a celui qui tire bien au but et puis celui qui tire mal. Mais ils ont fait l'effort tous les deux de tirer au but. Mais il y en a qu'un qui a le droit de mettre le but sur les deux. Donc la sélection de l'humanité, pour moi, elle est, à partir de 2012-2013, elle sera entamée là. Elle sera entamée là. Et comment elle va s'opérer cette sélection? Il va y avoir énormément de destruction. Je pense qu'on pourra entrer dans des colères populaires mémorables, ce que je vois avec mes anciens, mes maîtres, ce que j'appelle mes vieux papis de 88, 90 ans, quand je leur pose la question, eux qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, comment sentez-vous les événements à l'heure actuelle? C'est tout ce qu'ils me répondent. Non. Nous sommes en 37, nous sommes en 38. Ah oui. Ça recommence. Donc tout est cyclique. On n'a rien compris du tout. Tout est cyclique, on recommence. On recommence nos bêtises. Tout être humain qui n'a pas su tenir compte des leçons du passé, condamné à les revivre. Alors, c'est quand même pas compliqué d'éviter ça. Oui, mais est-ce que tu penses qu'on va vers une guerre ou est-ce qu'on est dans le domaine économique? Je pense que la guerre économique a déjà commencé, c'est vrai. Bon. Mais il peut, quand on va descendre... Mais c'est la guerre civile. Voilà, j'allais dire. Tu me l'enlèves de la bouche. Quand on va descendre dans les couches sociales, on va déclencher une guerre civile. Qui sera plus dure qu'une vraie guerre mondiale. Parce qu'elle touchera toute l'Europe et probablement toute la planète Terre. Je trouve des références dans des gens qui ont une qualité de vie, une qualité de cœur, qui ne veulent plus de cette société et qui sont prêts à s'isoler. Carrément, ils sont prêts à s'isoler, sortir des villes, retourner à la campagne pour vivre presque l'époque du Moyen-Âge. C'est complètement con de dire ça, mais qui vont retourner certainement en marche arrière. Nous n'avons pas de bonheur, Jacques, sur notre planète à l'heure actuelle. Si tant soit peu, le bonheur existe. Mais il n'y a plus de bonheur à l'heure actuelle. Nous avons détruit le peu de bonheur qui nous restait dans la main. On a voulu délivrer l'homme de certaines corvées. Au niveau physiologique, humain, oui. On a inventé un moteur pour fabriquer un tracteur agricole au lieu de prendre la faux à la main et tout, je veux bien. Mais on était trop loin. On était trop loin. Maintenant, il faut surproduire. Il faut faire du blé, plus du blé, encore du blé. Il faut fabriquer de la nourriture. Quel genre de nourriture? Avec des émulsifiants, avec des colorants.
Donc ça, c'est Uranus qui nous l'a demandé, puisque nous entions dans l'ère du Verseau. Alors, pareille question, quand a commencé l'ère du Verseau? Est-ce que je l'ai demandé? Apparemment. Monsieur Eckel avait écrit là-dessus d'ailleurs, dans le Paris sur l'annuaire de Voilà. Apparemment au XVIIIe siècle, mais avec l'étude de ce que je sais à l'heure actuelle, je pense que l'ère du Verseau, elle a recommencé réellement en 1945 lors de la première explosion de Hiroshima et Nagasaki. Ah oui, d'accord. On a livré Uranus par l'uranium. Donc nous sommes réellement entrés dans l'ère du Verseau Tu ne depuis... tiens pas compte de l'entrée du point vernal dans la constellation du Verseau? Non. Mais le point vernal, avant de produire des effets, il faut quand même attendre les 5 premiers degrés. Hein. Or, les 5 premiers degrés sur 2000 ans, ça fait quand même 200 ans à 200-300 ans. Donc nous sommes aux prémices de l'ère du Verseau maintenant. C'est pour ça que l'astrologie, science d'Uranie par excellence, ne pourra être que développée et enseignée dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Je le souhaiterais. Hein. Mais alors, est-ce que tu penses que tu pensais qu'il y aurait quelque chose d'important en l'an 2000, par exemple, qui sort du changement de millénaire? Oui, j'ai un petit moment, je me suis dit, tiens, là je parle en tant que numérologie, aussi on s'est dit on passe du 1 au 2. Comme par exemple l'année 2008 qui est en fait une année assez spéciale puisque c'est le chiffre 1, si tu fais une réduction numérologique, 8 du 10 c'est le chiffre 1. Donc 1 c'est le divin. Le seul qui existe, c'est 1. Donc, on s'est dit, l'année 2000 était peut-être propice à, justement, à cette remise en cause que j'aurais souhaité au niveau philosophique et au niveau d'une certaine qualité de vie. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Tu t'es intéressé à Nostradamus en particulier? Ouais. Tu as vraiment étudié ça de près? Nostradamus, je pense que, bon, lui, ses prévisions arrivent autour de l'an 2000, 2015 ou 2020. Je crois qu'il ne va peut-être pas plus loin, enfin, il ne voulait pas aller plus loin, mais toujours est-il que la difficulté de traduire ces centuries et ces quatrains, à l'heure actuelle, on ne peut les traduire que lorsque l'événement est passé. Il aurait prévu les attentats du 11 septembre 2001. Bon. Il aurait prévu aussi ce qui peut se passer dans les fluctuations civiles et sociales 10 ans qui viennent, le retour du roi de France, où il annonce que le seul pays d'Europe qui sortirait son épingle du jeu serait la France, parce qu'elle retournerait son roi. Alors, lorsque nous voyons les grandes manifestations sociales, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont propices aussi à une destruction fondamentale de la démocratie. Puisque les gens ne sont plus satisfaits de ce qu'ils ont élu, c'est donc la fin de la démocratie. Si tu prends l'exemple de la France avec 65 millions d'habitants, il y a en gros en France 60 millions d'avis différents. Peut-on diriger un pays avec 60 millions d'avis différents? De Gaulle disait bien que la France est un pays ingouvernable. Alors qui dirigera la France? Le retour au roi, probablement. Avec une monarchie constitutionnelle. Un grand monarque. Alors voilà. J'en suis là dans mes études de Nostradamus, effectivement, où on se rend compte que nous allons de plus en plus vers des révoltes sociales. L'argent n'existe plus, les gens n'en ont plus. Comment va-t-on s'habiller, se nourrir dans 10 ans? Tous les êtres philosophes dans le passé savent qu'un peuple qui a faim se révolte. Donc, quand il n'y aura plus les moyens, et Dieu sait si nous sommes déjà en train de nous les enlever, ces moyens-là, quand il n'y aura plus les moyens, qu'est-ce que fera le peuple? Il descendra dans la rue. Il se révoltera contre ses dirigeants. Donc, la démocratie, pour moi, elle est en train de mourir. Regarde les dernières émeutes à Athènes, en Grèce. Oui. Excuse-moi, ça sent pas mal. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on a toujours vécu plus ou moins un état toujours depuis des milliers d'années, c'est vrai. Ça veut dire que, encore une fois, je reviens, le cycle infernal recommence. Donc nous continuons à mettre des incapables en place, nous continuons à rêver, nous continuons à accepter le mensonge qui est